Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis développeuse full stack chez Lucla. Et initialement, je viens pas du tout du monde du dev. J'ai fait des études de lettres et après j'ai travaillé dans le chocolat. Puis j'ai fait une reconversion professionnelle et je suis arrivée dans le monde du code. Et ça m'a fait très bizarre parce que j'ai constaté qu'il y avait très peu de femmes. Vraiment pas beaucoup dans ma formation, en l'occurrence on était peut-être 3 pour 70 élèves. Et donc, assez rapidement, j'ai eu envie de m'engager pour promouvoir la place des femmes dans les métiers de la tech, parce que j'avais un peu l'impression d'avoir découvert un secret bien gardé par les hommes. J'avais envie de dire aux femmes autour de moi, « Hey, j'ai découvert un métier là, plutôt cool, assez intéressant, bien payé. » À l'époque, ils recrutaient plutôt bien, donc venez nombreuses. Et donc un jour, je discute avec une de mes camarades de formation, de mon engagement. Elle s'appelait Anne-Marie, et Anne-Marie, elle me dit « Oui, mais Chloé, les filles, elles n'aiment pas l'informatique, c'est un truc de geek asocial, on ne va pas les forcer. » Et comme j'ai absolument aucune répartie sur le coup, j'ai juste pas su quoi répondre, je suis restée bouche bée. Et le soir, dans ma douche, je me suis dit « Mais c'est quand même bizarre, parce qu'on est toutes les deux des filles, on est là, j'aurais pu lui dire ça. » Et donc, en fait, c'est un sujet qui m'a vraiment passionnée, qui m'a vraiment intriguée, de se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on considère que l'informatique, c'est un truc de geek, c'est un truc de mec. D'où vient cette idée? Et donc, j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet, en lisant des articles, en regardant des documentaires, en lisant des livres, et j'ai découvert que, bien au contraire, dans le domaine de la programmation, les femmes, elles ont été pionnières. C'était les premières à occuper ce métier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on est passé à avoir quasiment que des femmes qui programment des ordinateurs à aujourd'hui quasiment que 15% des femmes qui exercent le métier de développeuse? Donc, où sont passées les femmes? Depuis toujours, l'humanité a eu des gros besoins en termes de calcul, et c'est de là qu'est partie l'invention des premiers ordinateurs. Aujourd'hui, on ne se pose pas trop de questions, on a le moindre calcul à faire, on sort notre téléphone, on a notre calculatrice, on a une puissance de calcul qui est absolument phénoménale pour entraîner des intelligences artificielles. Mais comment est-ce qu'on faisait avant l'invention des premiers ordinateurs? La réponse va peut-être vous surprendre, mais on peut presque dire que les premiers ordinateurs, ça a été des femmes. En l'occurrence, on les appelait les human computers. Un très bon exemple, en fait, ce métier de human computer, jusqu'au 19e siècle, il était quasi exclusivement occupé par des femmes, parce qu'en fait, ça coûtait moins cher aux chercheurs et aux scientifiques de faire appel à des femmes pour faire leurs calculs. C'était un métier qui était considéré comme très bien pour les femmes, hein. On pouvait être assise à un bureau, parfait. Et bonus, c'est même un travail qu'on pouvait faire en télétravail, puisqu'on envoyait les calculs à réaliser aux femmes par correspondance, et donc elles le faisaient de chez elles, tout en s'occupant de leurs enfants, bien sûr. Un très bon exemple de ces human computers, c'est les Harvard Computers, qui était un groupe de 80 femmes qui, entre 1885 et 1927, ont travaillé sous la direction de l'astronome Edward Charles Pickering. Et leur job, c'était de mesurer, cataloguer la luminosité, la position et le spectre des étoiles. Donc finalement, leur job, c'était de cartographier le ciel. Plutôt cool. Et pour ce job, elles étaient payées entre 25 et 50 centimes de l'heure, soit autant qu'une ouvrière à l'usine, alors que clairement, c'était des brutes en maths. Parmi ces calculatrices humaines, il y a certaines qui se sont distinguées, dont Henrietta Swan Leavitt, qui a découvert qu'il y avait une relation entre la variation de la luminosité d'une étoile et sa distance à la Terre. Ça a donné son nom à la loi Leavitt. Mais on peut aussi retenir Annie Jump Cannon, qui, à elle toute seule, a cartographié 350 000 étoiles par mois, soit un rythme de 5 000 étoiles par mois. Enfin, c'est vraiment une machine de guerre. C'est en tout cas, malheureusement, ces femmes, pendant très longtemps, elles ont été retenues sous le surnom de harem de Pickering, un surnom qui est pas très valorisant et qui montre bien le sexisme, le regard sexiste qu'on portait sur l'apport des femmes dans les sciences. Mais c'est aussi un très bon exemple de l'apport des femmes dans les sciences avant l'invention des premiers ordinateurs, au point où, en anglais, on a gardé ce mot computer, du verbe calculer, pour désigner les machines qui vont progressivement remplacer leur travail. Depuis le XVIIe siècle,
les mathématiciens, ils ont cherché à créer des machines pour faciliter les calculs. Un outil très ancien, par exemple, c'est le boulier. On a aussi la pascaline de Blaise Pascal. Mais vraiment, la machine qui va un peu casser le game, c'est la machine analytique de Charles Babbage. Il va l'imaginer en 1834, mais elle ne sera jamais construite de son vivant. Son fils va faire un prototype qu'on voit sur l'image. Et cette machine, elle est vraiment novatrice puisqu'elle propose une séparation du stockage des données de leur traitement. Et donc, ça va être une première pierre vers l'informatique moderne. Mais Charles Babbage, il n'est pas seul à travailler sur la machine analytique. Il est aidé de la très fameuse Ada Lovelace. J'espère que vous en avez entendu parler. Et donc, Ada Lovelace, elle est née en 1815 d'une aristocrate anglaise et d'un célèbre poète anglais, Lord Byron. Et bon, son père, il va quasiment l'abandonner à la naissance. Mais sa mère, en tout cas, va veiller à ce que Ada reçoive une très bonne éducation en lettres, en langue, donc elle parle quasiment couramment français, mais aussi en sciences, elle va être super forte en maths. Elle rencontre Charles Babbage à l'âge de 17 ans et va vraiment le prendre comme figure paternelle en se passionnant notamment pour ses travaux sur la machine analytique. Et vu qu'elle maîtrise très bien le français et qu'elle connaît la machine analytique sur le bout des doigts, en 1842, on va lui proposer de traduire un article scientifique d'un mathématicien italien, mais qui est écrit en français, donc de le traduire pour un journal anglais. Finalement, donc elle va traduire l'article et elle va l'annoter, et ces annotations vont finalement être plus longues que l'article en lui-même. C'est dans la note G de ces annotations qu'on retrouve l'apport d'Ada Lovelace qui y décrit le tout premier programme informatique de l'histoire, un algorithme pour calculer les nombres de Bernoulli. Et, Ada Lovelace, elle est vraiment visionnaire également sur le futur des ordinateurs. Elle les imagine comme étant capables de gérer des structures complexes. Et là-dessus, par rapport à ses contemporains, elle est vraiment visionnaire puisque Babbage et les autres, ils voient vraiment ces machines plutôt comme des grosses calculatrices. Sa fin de vie, malheureusement, va être assez tragique puisqu'elle va commencer à jouer sa fortune en espérant financer les travaux de Babbage avec ses gains. Et elle va finir complètement ruinée et elle meurt d'un cancer à l'âge de 36 ans. En tout cas, Charles Babbage et Ada Lovelace, ils vont vraiment jeter les bases de l'informatique et ça va inspirer de nombreux inventeurs après eux. Mais c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale qui va faire exploser le besoin en termes de calcul. Et en fait, la puissance de calcul, elle va devenir un vrai enjeu stratégique pendant la guerre. Donc, l'armée américaine, elle va recruter à tour de bras les human computers, les calculatrices, toujours en très grande majorité des femmes, pour calculer les tables balistiques. Ces tables balistiques, en fait, c'était des tableaux qui permettaient aux soldats de savoir comment orienter le canon de leurs armes en fonction de différents paramètres comme la météo, le vent, s'il y avait du relief, ce genre de choses. Donc, c'était vraiment un travail très important, au point où 1000 heures de calcul, c'était appelé 1 kilogirl. En tout cas, la Seconde Guerre mondiale, elle va également booster la recherche sur les ordinateurs. Parmi ces projets, il y a l'ENIAC, qui, en 1945, est conçu par John William Mauchly et Presper Eckert. C'est considéré comme le premier ordinateur de l'histoire, puisqu'il est entièrement électronique et Turing complet. Et donc, il est composé d'à peu près, il fait 30 tonnes, à peu près 17 000 tubes à vide et des mètres et des mètres de câblage. Ça occupait plusieurs pièces. Et il est financé donc, pour calculer ces fameuses tables balistiques. Ça lui prend 1 seconde contre 40 heures de travail pour une calculatrice humaine. Et donc, c'est tout naturellement parmi ces calculatrices humaines qu'on va recruter les personnes pour programmer l'ENIAC. Et c'est comme ça que Caitlin Antolini, Jean Bartik, Betty Holberton, Marilyn Meltzer, Frances Pence et Ruth Teitelbaum vont se retrouver à programmer le premier ordinateur de l'histoire. Donc, au démarrage, l'ENIAC est top secret. On ne leur donne pas accès à la machine. On leur fournit uniquement des diagrammes électroniques. Et c'est à elles de comprendre comment fonctionne la machine, pour ensuite décomposer les calculs des tables balistiques en une suite d'instructions logiques que pouvait comprendre l'ordinateur, puis passer à la partie programmation. Et pour cela, elles devaient modifier la position des près des 3000 interrupteurs et paralléliser les calculs à l'aide des câblages. Donc, on les voit en train de travailler sur ces images. Après la guerre, l'ENIAC va être révélé au grand public comme étant le tout premier ordinateur.
Et bien sûr, on va mettre en avant les deux inventeurs, Eckert et Mauchly. Malheureusement, eh bien, ces femmes qui ont programmé l'ordinateur, elles vont être complètement oubliées. On ne va pas du tout les mettre en avant. C'est un très bon exemple de ce qu'on appelle l'effet Mathilda, quand les contributions masculines eh bien, prennent le devant sur l'apport des femmes dans les sciences. Et donc, elles vont complètement tomber dans l'oubli. Heureusement, eh bien, dans les années 80, une jeune étudiante qui s'appelle... Une jeune étudiante qui s'appelle Cathy Kliman, elle est étudiante en informatique, et un peu comme moi, elle se demande bien où sont passées les femmes. Elle voit les images des programmeuses de l'ENIAC et elle se demande bien qui sont ces femmes, puisque c'est le seul exemple qu'elle arrive à trouver. Et malheureusement, eh bien, ses professeurs vont lui dire que ce sont des mannequins qui ont été prises en photo à côté de la machine pour la rendre jolie. Parce que bien sûr, eh bien, sur les photos à noter, il y a dans les légendes les noms des hommes, mais pas le nom des femmes. Donc, heureusement, elle ne s'arrête pas là et elle va se rendre au 40e anniversaire de l'ENIAC. Et donc là, elle va retrouver ces femmes et heureusement pour nous, elle va enregistrer leurs témoignages dans un documentaire qui s'appelle The Computers, qui est vraiment passionnant, très difficile à trouver, mais je vous le conseille si vous arrivez à mettre la main dessus. Mais en tout cas, grâce à Cathy Kliman, on connaît l'histoire de ces femmes. Pour conclure cette première partie, eh bien, nous avons vu qu'avant l'invention des premiers ordinateurs, eh bien, on peut presque dire que c'était les femmes les premiers ordinateurs, que le premier programme informatique de l'histoire il a été écrit par une femme, et que les premières personnes à programmer le tout premier ordinateur de l'histoire, eh bien, c'était des femmes aussi. Donc, eh bien, au démarrage de l'informatique, les femmes elles étaient omniprésentes. Après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, l'informatique va prendre un nouveau tournant. On va commencer à utiliser les ordinateurs dans les entreprises. Ça ne va plus être réservé uniquement à la sphère militaire et de la recherche. Et ça va permettre d'automatiser certaines tâches comme la gestion des stocks, la gestion des payes, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, le secteur de la programmation, il va rester très féminin, mais on va le voir dans cette partie, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. Puisqu'en fait, beaucoup des calculatrices humaines et des mathématiciennes engagées pendant la Seconde Guerre mondiale vont se reconvertir en programmeuses à la sortie de la guerre, et ça va être notamment le cas d'une certaine Grace Hopper. Grace Hopper, elle est née en 1906 et elle va démarrer sa carrière comme professeure de mathématiques dans une prestigieuse université américaine. Et au démarrage de la guerre, eh bien, elle veut absolument s'engager. Mais on la considère trop vieille parce qu'elle a 35 ans à l'époque, c'est vraiment scandaleux. Donc elle va s'y reprendre à 3 fois et au bout de la 3e tentative, on va lui dire bon c'est la dèche, allez vas-y viens. On va l'affecter à la recherche sur le Harvard Mark I, qui est un calculateur électromagnétique, donc pas considéré comme un ordinateur, qui servait au calcul pour le projet Manhattan, donc la bombe nucléaire. Exactement comme les programmeuses de l'ENIAC, on va lui donner absolument aucune information et on va lui demander d'écrire le manuel d'exploitation de la machine. En tout cas, ça va être le début d'une longue carrière dans l'informatique pour Grace Hopper, puisqu'après la guerre, elle va rejoindre Eckert et Mauchly, donc les deux inventeurs de l'ENIAC, sur leur projet suivant, l'Univac 1, qui est le premier ordinateur commercial. Le problème à l'époque, c'est que l'informatique, la programmation, c'est un vrai casse-tête. Les langages de programmation modernes n'existent pas. Les ordinateurs, bien souvent, ils n'ont pas d'écran, pas de souris, pas de clavier. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Il fallait interagir avec eux dans un langage quasiment binaire. Donc, Grace Hopper, elle se dit que ce serait quand même fort pratique de pouvoir interagir avec la machine dans un langage plus proche du langage humain. Et c'est dans ce contexte qu'en 1951, elle va créer le tout premier compilateur, l'A0 System, pour l'Univac 1. Toujours dans ce contexte, entre 1955 et 1959, elle va créer le Flowmatic, qui n'est rien d'autre que la version 0, le template qui va servir à créer le COBOL. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le COBOL, c'est un des plus vieux langages de programmation qui est encore très utilisé aujourd'hui dans nos systèmes bancaires et dans nos systèmes d'assurance, et qui a pour particularité d'être très proche de l'anglais. En tout cas, Grace Hopper, elle va poser les bases des langages de programmation modernes. Et notamment, grâce à son travail, ça va permettre le développement de l'informatique de gestion et le développement d'une entreprise en particulier, qui est créée en 1911, IBM, International Business Machines.
Et donc, au début des années 60, IBM, ils ont une position quasi monopolistique sur la vente et la location des ordinateurs. Notamment, ils ont un certain succès avec l'IBM 360 System, qui était un ensemble de machines qui étaient compatibles entre elles et qui permettaient aux entreprises d'avoir un système modulaire. Mais IBM et les autres, le peu d'entreprises à l'époque qui fabriquaient des ordinateurs, ils sont vraiment focalisés sur la construction des ordinateurs. La partie programmation, elle est vraiment perçue comme un sous-produit et elle est très souvent externalisée. Et donc, la partie logicielle, elle est perçue vraiment comme une tâche secondaire, peu prestigieuse, donc peu rémunérée. Et comme c'est souvent le cas malheureusement dans nos sociétés, quand un métier répond à ce type de critères, il est très largement féminisé. Je vous ai mis un exemple des publicités de l'IBM 360 System, et sur quasiment toutes ces pubs, on retrouve des programmeuses. Mais en tout cas, mis à part, un autre gros problème aussi, c'est que en fait, vu que ces machines, elles évoluent très rapidement, elles sont de plus en plus compactes, la partie logicielle, elle est rapidement obsolète. Et ce qui explique pourquoi c'est souvent perçu comme une tâche secondaire, c'est parce qu'il faut constamment refaire la partie logicielle. Et donc, cette miniaturisation, elle va nous permettre d'envoyer des ordinateurs dans l'espace. Puisque, après la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre froide qui s'installe progressivement entre les États-Unis et l'URSS, et notamment en 1957, quand les Russes vont mettre en orbite le tout premier satellite, Sputnik, les États-Unis, eux, vont vraiment le vivre comme une atteinte à leur supériorité, et donc ils vont commencer à investir dans l'aérospatial, et donc indirectement dans l'informatique embarquée, notamment avec la création de la NASA, donc en 1958. Il y a un très gros enjeu autour de la miniaturisation des ordinateurs. Il n'est pas question d'envoyer un ENIAC de 30 tonnes dans l'espace. Et c'est dans ce contexte qu'on va créer l'AGC, l'Apollo Guidance Computer, qui pour l'époque était vraiment très petit, il ne faisait que 32 kg. Et il fallait vraiment que cet ordinateur il soit compact, solide, puisque la moindre défaillance pouvait entraîner un échec de la mission et donc potentiellement la mort de l'équipage. Et cette AGC, pour la mission Apollo 11, il devait calculer des trajectoires en temps réel et contrôler automatiquement certaines fonctions de navigation. Et donc, il joue un rôle très important. Mais justement, le 20 juillet 1969, alors que l'équipage tente de se poser sur la Lune, l'AGC va bugger. Ou plus exactement, en fait, c'est un capteur du module lunaire qui va bugger, qui va venir saturer l'ordinateur de bord de messages d'erreur. Mais grâce à la robustesse du code d'une certaine Margaret Hamilton, l'ordinateur de bord il va être capable de prioriser ses tâches et de prioriser les tâches liées à l'alunissage plutôt que de gérer ce message d'erreur. Et c'est vraiment une architecture qui est extrêmement novatrice pour l'époque. Cette Margaret Hamilton, elle est née en 1936 et elle fait des études de mathématiques. En 1963, elle rejoint le laboratoire Charles Draper du MIT qui développe justement le logiciel de l'AGC. Il faut savoir que dans les années 60, le milieu scientifique il est vraiment très masculin, en particulier sur les postes à responsabilité. Mais Margaret Hamilton, elle est tellement brillante qu'elle arrive à décrocher un poste de chef d'équipe du développement logiciel de l'AGC. Elle va participer à populariser le terme d'ingénierie logicielle. C'est la première personne à vraiment revendiquer d'être ingénieur logiciel. Elle va vraiment chercher à donner ses lettres de noblesse à cette discipline qui, comme je le disais, jusqu'ici était vraiment très peu valorisée. Là, on la voit sur cette image absolument mythique avec son code qui a permis du coup l'alunissage. Et donc, on lui doit des contributions majeures, à la fois dans le domaine du code, mais aussi dans le domaine de la gestion de projet. Elle va vraiment poser des nouveaux standards qui vont largement se répandre dans l'industrie logicielle. Donc, on l'a vu, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 70, on a vraiment une opposition entre le hardware, donc la science dure, d'un côté, donc plutôt la science de bonhomme, et le software, la science molle, qui est plutôt réservée aux femmes. Et donc, finalement, dès le début de l'histoire, on a une vision genrée des métiers de la programmation, mais complètement inverse à aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout simplement, c'était moins prestigieux, moins rémunérateur. Et comme je le disais, bien souvent, quand des métiers ont ce type ont cette typologie, ils sont plus féminisés. Mais ce n'est pas pour autant que les femmes sont moins compétentes, mais ça va en tout cas leur donner l'opportunité de jeter les bases de cette nouvelle discipline.
On va vraiment assister à un basculement à partir des années 80 avec l'avènement de l'ordinateur personnel, le PC, et l'apparition d'un nouveau stéréotype de genre. Mais avant qu'on arrive à cette partie-là, il y a quand même une exception, une femme qui va travailler dans le domaine du hardware, et en plus elle est française, elle s'appelle Alice Recoq. Elle va jouer un rôle majeur dans la miniaturisation des ordinateurs, puisqu'en fait, elle est née donc en 1929, elle fait des études de physique-chimie et elle intègre en 1954 la SEA, la Société d'électronique et d'automatisme. Elle va notamment travailler sur le CAP 500, donc qui est le premier mini-ordinateur de bureau conversationnel, qui sort en 1959, qui a un vrai succès commercial pour la SEA. Et elle va notamment poser tout un tas de brevets pour la miniaturisation des composants dans les ordinateurs. Pour remettre un peu le contexte géopolitique, dans le milieu des années 60, eh bien, l'Europe a une vraie inquiétude de sa souveraineté numérique face au géant américain IBM, comme quoi c'est des inquiétudes qui ne datent pas d'hier. Et donc, le président de l'époque, Charles de Gaulle, en 1966, il va lancer le plan Calcul. Dans le cadre de ce plan Calcul, la SEA va être fusionnée avec d'autres entreprises de la tech européenne, et ça va donner la CII, la Compagnie internationale pour l'informatique. Dans le cadre de cette fusion, malheureusement, eh bien, Alice Recoq, elle est mise au placard. Mais ça ne va pas du tout la décourager, elle va profiter d'être au placard pour travailler sur un nouveau projet qui la passionne, un petit ordinateur qui va faire seulement 20 kg, donc vraiment très performant pour l'époque. Et donc une fois que son projet est mûr, elle va le présenter à sa direction qui, heureusement, voit le potentiel énorme de cette machine et va le commercialiser. Ça va être un gros succès commercial entre 1971 et 1987, c'est le Mitra 15. Alors, vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais le Mitra 15, il a quand même eu un gros impact en France, puisqu'il a révolutionné les télécommunications. Il a été installé sur tous les commutateurs téléphoniques entre 1972 et 1975, ce qui a mis fin à l'ère des demoiselles du téléphone, encore un métier féminisé. Il a également été utilisé pour faire un des tout premiers réseaux Internet en 1973, ça s'appelait le Mitranet, mais ils ont décidé que ça ne faisait pas assez français, donc ils l'ont rebaptisé Réseau Cigale. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Il a également été utilisé pour expérimenter les premiers cours d'informatique au lycée, donc il a été installé dans un certain nombre de lycées français. En tout cas, avec le Mitra 15 d'Alice Recoq, ça fait partie des derniers ordinateurs de la génération des mini-ordinateurs, puisqu'on va ensuite passer à la micro-informatique, avec notamment les ordinateurs personnels. Donc on l'a vu jusqu'ici, eh bien, les ordinateurs, ils étaient quand même très gros, très coûteux, et donc réservés plutôt donc, à la sphère militaire, à la recherche et au monde de l'entreprise. Des entreprises comme IBM, les géants, ils ne voient vraiment pas l'intérêt de se lancer sur le marché des particuliers. Mais il y a quand même un petit constructeur américain qui va se lancer avec l'Altair 8800. Et en fait, ce petit ordinateur, c'est tout simplement le tout premier personal computer, ordinateur personnel de l'histoire. Mais eh bien, cet ordinateur, on le voit sur l'image, donc c'est le premier, il est extrêmement compliqué à utiliser. Il n'y a pas d'écran, pas de souris, là encore, c'est uniquement bien, des interrupteurs avec des LED qui s'éteignaient, qui s'allumaient, qu'il fallait interpréter. Mais ça va être le point de départ de la révolution de l'ordinateur personnel, puisqu'il va inspirer Bill Gates et Paul Allen, qui vont monter leur start-up Microsoft pour commercialiser leur tout premier logiciel, qui était un interpréteur pour cette machine. Mais ça va également inspirer Steve Wozniak et Steve Jobs qui vont créer l'Apple I en 1976, mais qui est plutôt un prototype pour l'Apple II qui va sortir en 1977 et qui va être le premier succès commercial de l'ordinateur personnel. Malgré le fait qu'il soit quand même qui coûte $1000, ce qui est énorme pour l'époque, il va être vendu à 2 millions d'exemplaires. IBM, eux, du coup, ils vont prendre le train en marche, ils vont se lancer avec l'IBM PC en 1981 et ils vont commander justement à Microsoft le système d'exploitation pour cette machine. Pourquoi soudainement je me mets à vous parler d'hommes ? Eh bien, c'est parce que ça va marquer le début d'une guerre commerciale, d'une rivalité entre Apple et IBM et Apple et Microsoft. Et dans cette guerre commerciale, eh bien, l'élément différenciant, ça va être le logiciel. Puisque, en fait, ce n'est pas l'ordinateur le plus petit, le plus performant qui va se vendre, ce n'est pas la machine la plus performante, ça va être celle avec laquelle on peut utiliser le plus de logiciels compatibles qui paraissent
utile, en tout cas, aux particuliers. Et donc, eh bien, soudainement, l'ordinateur, il devient, le software, ça devient prestigieux, ça devient rémunérateur, on peut devenir riche avec le logiciel, et donc, eh bien, on va voir affluer les hommes dans cette discipline. Et si cette histoire elle vous intéresse, je vous invite à aller regarder un documentaire sur YouTube qui s'appelle Triumph of the Nerds, donc le triomphe, enfin ça n'a pas été traduit comme ça, mais ça aurait dû, le triomphe des nerds, qui date de 1996. Et ce qui m'a beaucoup amusé dans ce documentaire, c'est que il vous raconte exactement la même histoire que je viens de vous raconter juste ici, mais en omettant complètement l'apport des femmes dans ce domaine. Alors qu'il les montre, on voit des images de Grace Hopper devant l'UNIVAC, on voit les programmeuses de l'ENIAC, mais on n'en parle pas. Les seules femmes qu'on voit dans le reportage, c'est les secrétaires ou les femmes des grands dirigeants dont on parle dans le reportage. Mais eh bien, ça a un intérêt quand même, puisqu'on voit très bien la vision qu'on commence à avoir par rapport à l'informatique et la partie logicielle, notamment le métier de programmeur, comme étant quelque chose de réservé aux geeks, aux nerds. Et donc, c'est à partir du coup vraiment des années 80 qu'on va voir émerger ce stéréotype qui est vraiment genré masculin. Mais il est quand même très très vieux ce stéréotype. J'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé qu'il existe depuis le XVe siècle. Depuis le XVe siècle, le geek c'est plutôt quelqu'un de fou. À partir du XXe siècle, aux États-Unis, ça désigne plutôt une bête de foire. Et vraiment à partir des années 60-70, ça va commencer à coller à l'informatique, mais vraiment plutôt à la partie du coup hardware. Le geek c'est quelqu'un qui est désigné comme étant obsédé par les mathématiques, l'électronique, avec on commence à voir émerger certaines caractéristiques, donc le fait d'être absorbé par ses pensées un peu fous et négligé, donc avec les cheveux en bataille. À partir des années 80, il va encore évoluer un petit peu pour vraiment commencer à avoir la forme telle qu'on le connaît aujourd'hui. Ça va plutôt désigner un jeune homme, en général blanc. On a le fameux stéréotype du sweat à capuche qui est arrivé à ce moment-là, avec une obsession pour la programmation, les ordinateurs, les jeux vidéo, mais aussi la science-fiction et l'heroic fantasy. Donc c'est vraiment à partir des années 80 qu'on a ce stéréotype. Et en fait, ce stéréotype, il est rapproché en fait, les entreprises comme IBM, ils vont ressortir une très vieille étude qui date des années 60. Je ne sais pas d'où ils la sortent, mais cette étude, elle va dire que quelqu'un qui ferait un bon programmeur, c'est quelqu'un qui aime les risques, qui aime les puzzles, mais surtout qui n'aime pas les gens. Vous n'aimez pas les gens, vous ? Et donc, ça va coller. Ils vont considérer que pour être un bon programmeur, il faut être un geek. Mais en fait, le problème, c'est que ces stéréotypes, il va aussi être exporté dans la culture populaire par le biais de films et de séries qui vont promouvoir ce stéréotype. Dans les années 80, il y a le film War Games qui met en scène un jeune homme qui est obsédé par les jeux vidéo. Ça va être un des premiers. Et puis après, vous avez des séries comme plus récemment Big Bang Theory. Qui vont participer donc à ancrer ce stéréotype dans l'imaginaire collectif. Et au-delà de ça, du coup, après, il y a le marketing qui va s'y mettre aussi, avec notamment le marketing de tout ce qui est PC, jeux vidéo. Pendant très longtemps, ça va être marketé à destination des jeunes garçons. Un très bon exemple de ça, c'est la Game Boy. Mon petit frère, il en avait une quand on était jeune. J'aimais bien lui piquer pour jouer, et il me l'arrachait des mains en me disant « ça s'appelle une Game Boy, pas une Game Girl ». Donc, on a pendant très longtemps ce stéréotype qui reste quand même très largement péjoratif, mais il va progressivement se normaliser par le biais de succès économiques de certains geeks comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg. Mais malheureusement, ce stéréotype, il est quand même très excluant pour les femmes. Les femmes sont souvent présentées comme étrangères ou complètement absentes de ce modèle culturel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce stéréotype, il est il est très occidental. On ne le retrouve pas dans les cultures, notamment en Asie et en Afrique. Ils n'ont pas ce stéréotype, et donc dans les filières informatiques, on retrouve beaucoup plus de femmes dans les pays d'Asie et d'Afrique, heureusement. Et donc, ce stéréotype, il va poser une barrière quasi culturelle à l'entrée des femmes dans l'informatique, mais malheureusement, ce n'est pas le seul problème auquel doivent faire face les femmes, puisqu'elles doivent aussi faire face à un phénomène d'invisibilisation.
puisque les femmes, dans l'informatique et plus largement, eh bien, elles doivent faire face à ce qui s'appelle l'effet Mathilda, cet effet qui donc invisibilise leur contribution au profit de leurs homologues masculins. On a vu un très bon exemple de ça au démarrage avec les programmeuses de l'ENIAC. Mais eh bien, des fois, on cherche tout simplement à les effacer. Ça a été le cas d'Alice Recoq. À sa mort en 2021, eh bien, il y a des personnes qui se sont dit qui est cette femme et si on supprimait sa page Wikipédia. Puisque pour être sur Wikipédia, en fait, il faut être considéré comme connu. Et sa biographe, du coup, Marion Carré, elle explique très bien ça dans son livre. Pour être sur Wikipédia, donc être considéré comme connu, il faut qu'il y ait des sources secondaires qui parlent de vous. Malheureusement, eh bien, les femmes ne représentent qu'un quart des personnes dans l'espace médiatique, donc la télévision, la radio, les journaux. Ça a pour conséquence que seuls 19% des biographies sur Wikipédia concernent des femmes. Et ben, en fait, l'invisibilisation du travail des femmes, ça pose un vrai problème, puisque eh bien, les jeunes filles qui sont au collège, au lycée, qui sont en train de s'interroger sur leur avenir professionnel, sur leurs études, eh bien, ça les prive tout simplement d'un rôle modèle sur lequel se projeter. Et donc, ce manque de représentation, il a vraiment un impact important. Et on assiste à un effondrement du nombre de femmes dans les filières informatiques à partir des années 80. Et les femmes, elles sont vraiment absentes ou peu présentes des révolutions technologiques suivantes. C'est le cas notamment d'Internet. Aujourd'hui, je serais pas capable de vous citer une femme qui a participé à l'émergence d'un site de e-commerce ou enfin, vraiment une révolution dans les années 2000, à part éventuellement Radia Perman, qui a été pionnière, mais plutôt dans la partie réseau, qui a établi des protocoles essentiels à la création d'Internet. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nouvelle révolution, et là encore, on a des femmes, il y a plus de femmes, mais c'est pas encore ça, et là encore, on a tendance à les invisibiliser. Un très bon exemple de ça, c'est qu'en 2023, le New York Times a sorti une liste des personnalités clés de l'IA, et je vous laisse deviner le nombre de femmes qu'il y avait dans cette liste. 0 femme. Alors que, eh bien, pourtant, des femmes dans l'IA, il y en a des femmes absolument brillantes, comme Fei Fei Li, qui est une éminente chercheuse aux États-Unis, qui a dirigé des laboratoires de recherche, qui a créé des bases de données pour entraîner les IA. Et donc, aujourd'hui, il y a une vraie urgence à faire remonter le nombre de femmes dans les filières informatiques, mais plus largement scientifiques, puisque, en fait, la technologie, aujourd'hui, elle est omniprésente dans nos sociétés, et c'est quand même pas normal que la moitié de la population soit exclue de la conception de ces technologies qui façonnent quasiment nos quotidiens. Heureusement, il y a des actions qui sont faites pour lutter contre l'invisibilisation des femmes. Moi-même, j'ai participé à la co-création du collectif Casseuses de Code à Rouen, et on a fusionné avec une autre association qui s'appelle les Fées Marraines, et on développe ensemble un jeu pour essayer d'orienter les jeunes filles vers les métiers de la tech, au sens large. Et donc, mesdames, si vous travaillez dans la tech, je vous invite très fortement à aller notamment témoigner dans les salles de classe pour donner envie aux jeunes filles et justement proposer un rôle modèle et qu'elles puissent se projeter. C'est vraiment hyper important. Et sinon, eh bien, j'ai recroisé mon amie Anne-Marie l'autre jour et je lui ai dit, eh bien si, les filles, elles aiment bien l'informatique et les garçons aussi. Bien sûr, elle ne se rappelait pas de notre conversation, donc je suis passée pour une folle. Mais l'histoire le montre, eh bien, en fait, depuis le début, on a une vision genrée de nos métiers. Avec, au départ, plutôt, on voyait ça comme un métier de femme parce que c'était pas valorisé. Et soudainement, à partir des années 80, eh bien, c'est devenu un truc de geek, un truc de mec. Sauf que, eh bien, il serait peut-être temps qu'on fasse évoluer la vision qu'ont les gens de nos métiers, puisque ces stéréotypes, malheureusement, non seulement ils sont excluants pour les femmes, mais ils sont aussi enfermants pour les hommes, puisque aujourd'hui, un jeune homme qui aime les jeux vidéo, qui porte un sweat à capuche, on va lui dire va faire de l'informatique, alors que on ne sait pas, peut-être que ça serait un très bon infirmier ou vétérinaire, mais pareil, on va l'enfermer dans ce stéréotype. Et donc, pour conclure, je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, vous saurez quoi dire quand on vous dit que vous faites un métier de geek.